Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Il était le milliardaire le plus jeune du monde. Sam Bankman-Fried était un génie de la finance, un spéculateur hors pair, un philanthrope et fondateur de cet empire, l'empire des crypto-monnaies. FTX a seulement 27 ans. Alors il a fait la une de tous les journaux de finance, d'investissement et pour certains, il était le nouveau Elon Musk ou Warren Buffett. Sa fortune était estimée alors à plus de 26 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, Sam Bankman-Fried a tout perdu. Pire, il a été condamné à 110 ans de prison jeudi dernier. Et pour cause, il est accusé de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Pour le magazine Le Point, il est l'escroc du siècle. Alors cette affaire compte plusieurs millions de victimes. Le procureur fédéral a déclaré que l'affaire était un avertissement, je cite, à tous les fraudeurs qui pensent qu'ils sont intouchables ou que leurs crimes sont trop complexes pour que nous puissions les comprendre. Alors quel était le modèle des crypto-monnaies de Sam Bankman-Fried ? Comment a-t-il réussi à tromper autant de gens ? Et que présage cette affaire pour l'avenir des crypto-monnaies ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Herlin. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Vous êtes économiste, donc spécialiste des questions monétaires. Vous êtes auteur de La France, la faillite ou encore Pouvoir d'achat, le grand mensonge et dernièrement donc, Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Alors je voulais revenir avec vous sur la notion de crypto-monnaie, de Bitcoin, parce que nos auditeurs ne sont pas forcément à l'aise avec ces notions. Est-ce que vous pourrez vulgariser qu'est-ce que véritablement une crypto-monnaie ? Alors on parle du Bitcoin et de toutes celles ensuite qui dans son sillage se sont créées. Une crypto-monnaie, la caractéristique du Bitcoin principalement, c'est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire que personne ne la possède. Elle n'est pas située sur un serveur qu'on pourrait couper ou elle n'appartient pas à une société qu'on pourrait racheter ou interdire. Et donc, c'est un peu comme de l'or numérique sur lequel personne n'a de contrôle. Donc, c'est ce qui fait sa valeur. Et ce qui fait aussi sa valeur, c'est que on sait que le nombre d'unités ne dépassera pas les 21 millions. Et donc, c'est une ressource rare. Alors ensuite, les autres crypto-monnaies qui se sont créées, elles sont créées par les entreprises. Donc, elles peuvent être, on va dire, interdites parce que la fondation qui l'a créée peut être arrêtée. Voilà. Donc, elles sont un peu moins antifragiles, un peu moins résilientes que le Bitcoin. Mais bon, elles ont gardé le même modèle de fonctionner comme ça de façon décentralisée sur une blockchain. Voilà. Et donc, FTX, c'était une place de marché qui permettait d'en acheter, c'est-à-dire que on se crée un compte en déclinant son identité comme quand on crée un compte bancaire. Et puis ensuite, on envoie ses euros et puis on décide d'acheter du Bitcoin ou de l'Ether ou d'autres cryptos. Voilà, donc c'est de la spéculation de crypto-monnaie sur cette plateforme, donc FTX. Voilà, alors spéculation, c'est-à-dire il y a plusieurs façons d'acheter les cryptos. On peut dire on achète et puis on garde ça en attendant quelques années, qui a un comportement d'épargnant, et c'est plutôt celui-là que je recommande. Et puis, on peut aussi spéculer, c'est-à-dire on peut aussi jouer au trader et acheter et revendre rapidement tel ou tel crypto. Et FTX avait connu un succès parce qu'il offrait des outils performants dans ce domaine à ses clients et aussi parce que les frais étaient très faibles. Et ce qui fait que FTX est né en 2019, mais il est très vite devenu la 3e plateforme d'échange de crypto-monnaies dans le monde. Donc, c'était une réussite assez incroyable, voilà, et puis qui s'est écroulée le 22 novembre 2022, voilà. Voilà, donc c'était assez court, vous l'avez dit, en 2019, c'était donc la 3e plateforme. Sam Bankman-Fried a seulement 27 ans, donc c'est littéralement du génie. Alors comment il a réussi, lui, à bâtir cet empire de crypto-monnaie ? Parce qu'il a réussi aussi à séduire des millions de personnes, mais aussi des grandes entreprises qui ont investi donc, dans cette plateforme FTX. Oui, alors c'est ça qui a fait qu'on n'a pas vu, que beaucoup de personnes, et moi-même je l'avoue, n'ont pas vu la faillite de FTX. C'est justement parce qu'il y avait beaucoup d'investisseurs très, très réputés, des investisseurs de la Silicon Valley. Il y a même BlackRock qui avait investi, et donc des gens qui normalement, ils demandent des comptes, ils demandent des informations, et puis ils ont des oreilles partout. Donc s'ils entendent des rumeurs, ils demandent confirmation ou ils n'investissent pas. Alors que beaucoup d'autres places de marché fonctionnent de façon, se financent en interne et donc n'ont pas de financeurs étrangers et donc n'ont pas besoin de donner leur compte. Mais eux, FTX, on se dit si des gros fonds, si BlackRock a investi dedans, ils ont au moins demandé leur compte. Et manifestement, ils ont été abusés
ou ils se sont peut-être aussi un peu laissés abuser parce que FTX et Sam Bankman-Fried avaient des contacts très étroits avec le Parti démocrate. On sait que c'était un des principaux financeurs du Parti démocrate. Et donc, de cette façon, ils ont peut-être pu créer une sorte d'environnement favorable pour leurs affaires. Et puis, les investisseurs n'ont peut-être pas voulu poser trop de questions parce que c'était quelqu'un qui avait un accès direct à la Maison-Blanche ou auprès des grands pontes du Parti démocrate. Et donc, il fallait peut-être pas trop le titiller, quoi. Voilà. Donc, tout ça a fait que des gros investisseurs se sont aussi laissés abuser et aussi malheureusement des millions de particuliers aussi, quoi. Voilà, en France et notamment aussi en France, hein, pas seulement aux États-Unis. On va revenir sur les victimes, mais je voulais vous parler de la dimension philanthropique de FTX parce que donc ça a été un argument aussi de vente, un argument en tout cas pour promouvoir cette plateforme. C'est que donc le but de FTX c'était de créer des milliards pour faire profiter des milliards de personnes, hein. C'était ce qu'on appelle l'altruisme efficace de Sam Bankman-Fried. C'est pour ça aussi qu'il a connu un tel succès et puis qu'il a fait donc la couverture de plusieurs journaux prestigieux. Oui, alors c'est aussi ça qui explique que c'est pas seulement ses liens avec le Parti démocrate, mais comme vous le rappelez tout à fait justement, c'était un programme philanthropique très important. Alors aux États-Unis, il y a beaucoup de milliardaires, une majorité de milliardaires font des programmes philanthropiques, hein. On sait par exemple Warren Buffett, un des plus grands, fait beaucoup de choses dans ce domaine. Bon, voilà. Et ça contribue aussi à endormir la vigilance et et on se dit comment quelqu'un d'aussi généreux pourrait être un comportement malhonnête. Et bon, et en fait, c'était de la malhonnêteté du début à la fin, FTX. Hein, faut bien comprendre ça. Oui, et en plus, il y a une espèce de contradiction entre l'altruisme efficace, c'est-à-dire que justement, notamment la philanthropie, notamment, c'est un don et c'est gratuit. Et là, on se rend compte que c'était finalement de la philanthropie qui lui servait, il avait des intérêts à cette philanthropie. Oui, bon. On sait qu'il y a une part de l'altruisme de milliardaires ou de sociétés. On attend un retour. Hein. Je crois que c'est Nietzsche qui disait que l'altruisme, c'est de l'égoïsme à retardement. Bon, voilà quoi. Hein. Donc, beaucoup de gens qui font l'altruisme attendent quelque chose aussi. Quoi. Oui, faut pas être naïf non plus. C'est cette philosophie de l'altruisme efficace qui vient notamment de Peter Singer. Alors, je voulais revenir sur les fraudes dont il est accusé, parce que quels sont les abus à ce moment-là de FTX? Donc, on l'a dit, c'est Sam Bankman-Fried, il a seulement 27 ans, il est multimilliardaire, et pourtant, on se rend compte, donc maintenant, il est condamné à 110 ans de prison. Quels ont été les abus? Est-ce qu'on est aussi sur, comme pour Bernard Madoff, il y a une sorte de pyramide de Ponzi qui s'est créée? Oui, alors c'est une fraude de ce niveau-là. Parce que ce qui explique le succès de FTX, c'était des frais très bas. Et on se demandait comment est-ce qu'ils pouvaient financer. Bon, alors, effectivement, ils levaient de l'argent, donc ils pouvaient se financer de cette façon et puis chercher à devenir rentable plus tard. Mais voilà, c'est pas le fonctionnement interne de la société qui permettait de générer de l'argent. Et ce qu'espérait Bankman-Fried, c'était de faire des paris sur le cours des crypto-monnaies. Et donc, il prenait des positions de spéculateurs. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un trader de haut vol. Enfin, non, c'était... Justement, le problème, c'est qu'il s'est planté, quoi. Et pour prendre ses paris, il puisait directement dans l'argent de ses clients. Voilà. Donc, c'est là où on peut parler de Ponzi et c'est là où on peut comparer à Madoff. C'est-à-dire que Madoff, lui, il promettait des rendements important de l'ordre de 10% ou plus par an. Et pour verser ses intérêts, il se servait directement dans les comptes de ses clients. Et donc, quand tous ses clients ont voulu récupérer l'argent lors de la crise de 2008, évidemment, il n'avait plus rien en caisse. Et c'est à peu près ce qu'a fait Sam Bankman-Fried en prenant l'argent directement dans les comptes de ses clients pour prendre des paris spéculatifs sur le cours du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et ces paris ont été perdants. Et donc, à un moment, il s'est retrouvé sans cash, quoi. Voilà. Et puis, il y a la déclaration de son concurrent de Binance qui a dit je vais peut-être vendre la crypto-monnaie qui a été émise par cette place de marché, le FTT, hein, qui a été émis par FTX, qui servait un peu à se financer et tout ça. Voilà, j'ai dit, je vais peut-être les vendre. Et puis, voilà. Pour nos auditeurs, donc FTT, c'est la crypto-monnaie de FTX, c'est-à-dire que c'est la monnaie qui permet d'échanger d'autres crypto-monnaies sur la plateforme. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un tweet qui a fait donc qui a tout renversé. C'est ce tweet de ce concurrent donc de FTX qui a révélé que finalement, cette crypto-monnaie, c'était du vent. Alors, il n'a pas dit que c'était du vent, mais il a dit qu'il en avait beaucoup dans son portefeuille
et qu'il avait quelques interrogations et qu'il allait commencer à les vendre. Et c'est ça qui a déclenché un mouvement de panique. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais finalement, donc le gérant de Binance, qu'on appelle CZ, qui est un peu son acronyme, c'est Champagne Zhao. Si lui, il vend, s'il vend ses FTT, vu qu'il en a beaucoup, ça va faire baisser le cours. Alors à ce moment-là, il n'y a pas forcément de panique, mais les gens se sont dit, bon, le cours va baisser, bah, moi aussi je vais vendre, quoi. Et donc le cours de FTT a commencé à dévisser sérieusement, et c'est ça qui a déclenché la panique. Voilà. Maintenant, si Bankman-Fried n'avait pas n'avait pas piqué l'argent dans les comptes de ses clients, et s'il n'avait pas monté une fraude complète, ce n'aurait été qu'un incident, et la société se serait relevée de ça sans problème. C'est pas voilà, il faut bien comprendre que c'est pas le tweet qui a provoqué la faillite. C'est ce qui a révélé l'escroquerie qu'il y avait derrière. Il a levé un lièvre, il a fragilisé FTX qui n'avait quasiment plus d'argent dans ses caisses, et donc FTX est tombé à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais si ça n'avait pas été ça aurait été autre chose. Mais FTX était dans une situation absolument intenable, quoi. Un peu comme Madoff après la crise de 2008 où tous ses clients demandaient des remboursements. Et voilà, il était coincé de toute façon, quoi. Voilà. Alors justement, on a parlé de la fraude, mais on n'a pas parlé donc d'association de malfaiteurs, donc parce que Sam Bankman-Fried, Philippe Erlin, on le rappelle, est condamné à 110 ans de prison. Association de malfaiteurs, notamment avec Caroline Ellison, qui était donc son ancienne petite amie, et elle, c'était la patronne d'Alameda, c'était une filiale d'FTX, et elle, ça lui permettait, donc depuis les Bahamas, toutes ces spéculations frauduleuses. Donc il y avait véritablement donc une association de malfaiteurs entre donc Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette spéculation, c'est pas directement FTX lui-même qui prenait des positions sur le marché. C'est Sam Bankman-Fried qui prenait l'argent des clients de FTX, qui l'envoyait à Alameda Research, qui était une filiale de FTX, gérée par son ancienne petite amie, parce qu'ils sont un peu fâchés maintenant depuis, on se demande pourquoi. Mais donc son ancienne, il envoyait cet argent à Alameda Research, et qui, elle, prenait des positions sur les marchés. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Ouais. Et lors du procès, il a essayé de rejeter les responsabilités sur son ancienne petite amie, sur ses partenaires, sur ses salariés. Bon, ça n'a pas pris, personne n'y a cru, parce que tout le monde a bien compris qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Alors bon, il a été condamné, enfin pour l'instant, il a été reconnu coupable des différents cas de fraude, et sa peine sera en fait effectivement connue le 28 mars. Voilà. Donc, mais bon, c'est de l'ordre de 100, ce sera plusieurs dizaines d'années de prison, quoi, de toute façon. Voilà. Parce que donc on a parlé notamment de ces investisseurs qui se sont fait avoir, mais il y a aussi des millions de particuliers qui ont investi dans cette plateforme FTX, on va dire des petits gens, mais en tout cas pas des gros investisseurs ou pas des millionnaires, et eux aussi se sont fait avoir dans le sens où donc ils se sont rendus compte que la croissance donc de FTX, la croissance de cette crypto-monnaie FTT était basée sur des données qui étaient fausses. Oui, alors il y en a qui ont acheté du FTT, mais il y en a aussi qui ont acheté du Bitcoin. Ou de l'Ether, qui sont des cryptos sérieuses, et qui les ont laissés sur FTX, et qui aujourd'hui les ont perdus. Alors, on retrouve des fonds dans FTX et différentes filiales, donc on pense que les clients seront remboursés d'une partie de leur crypto, mais de toute façon, ils vont enregistrer des pertes. Et c'est pour ça que le conseil qu'il faut donner, enfin la leçon à retenir de l'événement FTX, c'est que si vous achetez du Bitcoin, et moi je continue de le conseiller, d'acheter du Bitcoin, parce que je pense que là, dans les mois, les années qui viennent, le cours va être orienté à la hausse. Si vous achetez des Bitcoins, mettez-le sur une clé Ledger, c'est-à-dire allez au bout de la logique du Bitcoin. Sur une clé Ledger. Clé Ledger. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ? Alors, je vais expliquer ce que c'est. C'est-à-dire, il faut aller au bout de la logique, c'est-à-dire que Bitcoin, ça vous redonne votre liberté financière, et vous pouvez être votre propre banque. Quand vous l'avez de l'argent à la banque, l'argent, il vous appartient pas, il appartient à la banque. Et pour les cryptos, c'est pareil. Et voilà. Donc, avec une clé Ledger, qui est une société française, qui est une réussite d'ailleurs tout à fait exceptionnelle, c'est le leader mondial dans ce domaine. C'est une clé Ledger, concrètement, c'est quoi ? C'est une sorte de petite clé USB avec un petit écran et 2 boutons. Et vous branchez ça sur votre ordinateur et vous récupérez vos bitcoins. Enfin, vous récupérez concrètement les clés privées de vos bitcoins. Et à ce moment-là, vous en êtes propriétaire. Et si la place de marché sur
sur laquelle vous avez acheté vos bitcoins fait faillite, eh ben, c'est pas grave. Vous avez vos bitcoins. C'est comme acheter de l'or et vous récupérez des Napoléons et ils sont chez vous ou dans un coffre de banque et là, vous êtes tranquille. Mais justement, est-ce que cette histoire donc de Sam Bankman-Fried, il crée ce fonds, donc, enfin pas ce fonds, cette plateforme pour les crypto-monnaies, 27 ans, il gagne 26 milliards de dollars, tout le monde croit en lui, évidemment ça s'effondre. Est-ce que justement il n'y a pas, est-ce que ça marque pas la fin dans la confiance de la crypto-monnaie, sachant qu'on sait que vous l'avez dit, donc des millions de personnes se sont fait avoir par cette plateforme FTX? Alors ça marque pas, c'est pas le Bitcoin en lui-même qui est responsable de cette faillite ou qui le permet, mais ça marque ça marque vraiment de la confiance auprès de gens qui réussissent un peu trop rapidement, quoi. Voilà. Donc et alors c'est vrai que dans la crypto-monnaie, il y a souvent des cas comme ça de gens qui réussissent rapidement, parfois de façon honnête, parfois de façon malhonnête. Maintenant, c'est clair que la faillite de FTX a porté un coup à l'écosystème des crypto-monnaies en général. Pour les gens qui suivent pas trop dans le détail, ils se disent voilà, c'est vraiment un milieu de cow-boys et d'escrocs. Je vais pas y mettre mon argent. Bon, voilà. Maintenant, quand on regarde un peu plus comment ça fonctionne, on se rend compte où sont les points de fragilité et où est la solidité, quoi. Mais vous savez ce que les gens vont vous dire? Ils vont vous dire, bah voilà, il y a une sorte d'opacité, c'est-à-dire qu'on donne notre argent à des peut-être des spéculateurs hors pair, mais justement, on ne sait pas si cet argent a véritablement de la valeur, alors que quand les gens placent leur argent dans une banque, ils savent où ça va. Enfin, il y a quelque chose de sérieux dans la banque. Donc, est-ce que justement, ces gens, en voyant cette plateforme de crypto-monnaie FTX s'écrouler, ne vont pas revenir à la banque classique ou en tout cas y rester? La banque classique, en Europe, on n'a pas eu trop de faillite, mais aux États-Unis, peu de temps avant, il y a eu la faillite de SVB, Silicon Valley Bank et d'autres banques. Et lors de la crise de 2008, il y a eu quelques faillites bancaires et il y aurait pu avoir de grosses faillites bancaires si les États n'étaient pas venus au secours des banques. Donc, il ne faut pas croire que les banques, c'est du solide. Ça peut aussi faire faillite. Et quand on a du capital sous forme financière, il faut toujours se poser la question qui possède mon argent et quel est le point de fragilité. Voilà. Donc, si vous avez de l'or sous forme de Napoléon chez vous, il vous appartient quoi qu'il arrive. Si vous avez des bitcoins sur une clé Ledger, ils vous appartiennent quoi qu'il arrive. À partir du moment où vous avez de l'argent dans une banque ou des crypto-monnaies sur une plateforme, ça vous appartient pas en totalité et il peut y avoir des risques. Voilà, il faut le savoir et voilà. Donc, alors maintenant, vous pensez qu'un jour justement la monnaie nationale sera remplacée par des crypto-monnaies dont on est véritablement maître et souverain? Alors remplacer, non, mais ça peut vivre à côté, quoi. Voilà, ça peut vivre à côté. Mais on voit dans des pays où Bitcoin est utilisé comme monnaie de remplacement, enfin en tout cas complémentaire, dans des pays où la monnaie est très malade, par exemple où il y a beaucoup d'inflation, par exemple au Nigeria ou dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, où là on utilise concrètement Bitcoin dans les échanges parce qu'on n'a pas confiance dans la monnaie. Alors avec l'euro, on n'en est pas encore là, mais bon, si l'inflation continue, s'il commence à y avoir des faillites bancaires, les gens pourront aussi se poser des questions. Voilà. En tout cas, vous, c'est ce que vous recommandez, Philippe Perlin. Merci pour ce décryptage de Sam Bankman-Fried, je rappelle, qui a pris donc 110 ans de prison jeudi dernier. Il était alors le créateur de cet empire de crypto-monnaie FTX. Merci à vous, Philippe Perlin. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des questions monétaires. Je rappelle quelques-uns de vos livres. La France, la faillite, pouvoir d'achat, le grand mensonge et Bitcoin, comprendre et investir, de tout aux éditions Erol. Et puis, on rappelle aussi que vous allez créer une liste aux européennes contre la transition écologique notamment, et qu'en janvier prochain, peut-être que vous ne pourrez plus vous exprimer parce que vous avez des positions notamment sur le réchauffement climatique qui font polémique. Donc on profite de pouvoir vous inviter. Merci à vous. Merci. Et à très vite, j'espère. Merci.